Par une nuit étoilée, Kotaro se réveille et décide d'aller se promener. Il saute et sautille à travers une ville abandonnée envahie par une végétation sauvage. En dehors de cette jungle urbaine, il y a une clairière de fleurs sous les aurores boréales. Alors qu'il s'approche d'un bel arbre à flanc de falaise, il aperçoit à son pied une dame enchanteresse. Curieux, il lui demande ce qu'elle fait, mais reste sourd à sa réponse. Les choses s'enveniment rapidement lorsqu'elle se lève, manifeste des rubans et lui en envoie un en plein dans le corps. Il tombe au sol, et dans le processus, il finit par donner de la couleur à ses fleurs. Heureusement, ce n'est qu'un cauchemar depuis le début. Se réveillant dans sa chambre, il se creuse la tête pour savoir si la fille était une ancienne amoureuse ou une vieille rivale. La réponse n'est ni l'une ni l'autre, puisqu'il n'est qu'un homme ordinaire, alors Kotaro passe l'éponge. Soudain, on sonne à la porte et il aperçoit Rikako, la mère de son ami d'enfance, Kotori. Celle-ci lui demande de l'aider à retrouver son médecin disparu. Le souci de son ami et de sa superbe mère le poussant à aller de l'avant, Kotaro s'enfonce dans la forêt de Kazamatsuri. Il semble connaître le chemin puisque ce n'est pas la première fois que cela arrive. Après avoir croisé un étrange mammouth, il trouve enfin Kotori en train de roupiller sous un arbre. Elle ne se réveille pas, alors Kotaro utilise ses pièces préférées pour harmoniser un carillon qui la ramène chez elle. Cela fonctionne, et elle se réveille pour le remercier. À l'insu de Kotaro, son carillon efficace a également attiré le fantôme vêtu de ruban de son rêve. Il sent sa présence derrière lui. Terrifié, Kotaro décide de dormir sous la couverture cette nuit-là. N'a-t-il pas regardé The Grudge? Alors qu'il s'endort, le fantôme ouvre lentement sa fenêtre, se glisse sous sa couverture et le mord. Il est immédiatement pris de panique. S'agit-il d'un autre cauchemar? Non, son poignet porte une marque de morsure dégoulinante de salive. Le lendemain, il se rend seul à l'école. Il y décrit la belle ville de Kazamatsuri, dont le développement est axé sur le boisement expérimental. C'est pour cela qu'elle est si proche de la nature. La première chose qu'il fait en arrivant est de saluer joyeusement le seul et unique délinquant redoutable de la classe, Yoshino. Cela lui vaut une sévère prise de collier et une déclaration l'envoyant de l'autre côté. Pourquoi ce type est-il si furieux? Eh bien, ils se sont promis de se battre l'un contre l'autre, mais Kotaro fait toujours semblant d'être amnésique à court terme pour éviter d'avoir à le faire. Avant que les choses ne dégénèrent, leur déléguée de classe, Lucia, leur crie d'arrêter. Comment peuvent-ils semer le trouble dans ce jardin sacré de l'apprentissage? Sa fougue s'enflamme jusqu'à ce que leur professeur principal, qui a la tête de l'air, l'éteigne. Mais les choses ne sont pas encore tout à fait calmes. Une heure plus tard, Kotori arrive juste après la première heure de cours. Yoshino est en train de bafouiller des répliques de brutes, ce qui fait rire Kotaro. Alors que la tension monte, Kotori intervient pour plaisanter sur les événements de la veille. Mais elle demande alors à Yoshino, « T'es tellement en colère ?» Apparemment, ils s'étaient mis d'accord pour se battre derrière l'école l'autre jour, mais Kotaro n'a pas respecté ce plan. Au lieu de faire preuve d'empathie, Kotori finit par ridiculiser l'avant-gardiste. Pour les spectateurs, c'est un drôle de mélange, Kotori sans amis, Yoshino la hors-la-loi, et Kotaro qui est tout simplement bizarre. Kotaro se rend compte qu'une sortie entre eux trois, en tant que marginaux, devrait être divertissante. La nuit est de nouveau tombée et Kotaro sent un poids sur lui. Le fantôme est revenu pour lui mordre le poignet. Il finit par comprendre que ce fantôme est la fille de son rêve, ce qui le plonge dans un état de choc. Le pauvre garçon s'évanouit. Sur le chemin de l'école, Kotaro se demande s'il n'est pas maudit. Probablement, car il trébuche sur une boîte au hasard dans la rue. Le hasard continue jusqu'à ce qu'il trouve une autre fille coincée dans un arbre. Oh non, elle est coincée. En vrai gentleman qu'il est, il lui propose de l'aider tout en ayant une bonne vue sur son jardin de coton. Mais ça n'a rien à voir. Quelques minutes plus tard, la jeune fille est enfin sortie d'affaires. Elle explique qu'elle est tombée du haut de la route en portant ses affaires. En entendant cette histoire désolante, Kotaro apporte la boîte pour elle. Mais c'est si lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle s'empare de la boîte et la soulève avec facilité, ce qui choque Kotaro. Cela blesse l'orgueil de Kotaro et il essaie à nouveau. C'est encore un échec. Il se tire un peu la bourre jusqu'à ce qu'elle et tous les livres tombent par terre. Il jette un coup d'œil à ses dessous et fait même des commentaires sur sa garde-robe fleurie. Agacée, elle se couvre contre le voyeur. Cette fille a appris à le détester et nous en connaissons toute la raison. Et comme le veut l'intrigue de l'anime, cette fille est sa nouvelle camarade de classe, Chieya. La classe explose de joie, applaudissant l'arrivée d'un joli visage. Mais les choses se gâtent rapidement lorsqu'elle s'assoit à côté de Kotaro. Alors que le professeur discute des activités pour la fête des récoltes du mois prochain, Kotaro la salue d'une remarque sournoise et elle soulève son bureau de colère. Heureusement, elle se retient de le lui lancer, mais cela ne change rien au fait qu'elle est en colère. Même le dur à cuire qu'est le délinquant a peur. Bien qu'il soit espiègle, c'est un garçon dont les étudiantes se rapprochent. Un exemple parmi d'autres, Chizuru, une élève du comité de discipline. Après avoir réparé son sifflet, cette blondinette invite Kotaro à déjeuner ensemble. Comme il vient de manger, il promet de l'accompagner la prochaine fois. En observant cela, Inu, un membre du club de journalisme, spécule qu'il l'utilise pour échapper à ses crimes.
Le jeune homme réfute immédiatement cette accusation et la met au défi de fournir des preuves. Rien n'y fait. En partant, il nous laisse tomber un morceau de papier sur le sol. Il s'agit d'une liste complète de personnes suspectes à l'école. Il y figure parce qu'il n'a pas d'antécédents ni de dossier. Dès la fin des cours, Kotaro propose à Chieya de lui faire visiter la ville. C'est sa façon de se réconcilier avec elle. Il semble qu'elle s'ouvre peu à peu à lui, jusqu'à ce qu'il mentionne les choses inavouables. Quoi qu'il en soit, elle ne peut pas venir aujourd'hui car elle doit rencontrer quelqu'un. Cette personne est une sorte de patronne. Elle rappelle à Chieya de rester discrète car quelque chose d'important se prépare. Malgré cela, elle l'encourage à se faire des amis. Le lendemain matin, il est évident que Kotaro n'a pas bien dormi. Il raconte à Kotori ses expériences surnaturelles nocturnes. Elle lui suggère de demander de l'aide à la puissante sorcière souterraine. D'après les notes d'Inu, il découvre qu'il s'agit d'Akane, la présidente du club de recherche occulte. Après les cours, les amis d'enfance plaisantent un peu avant de partir à la recherche de la sorcière. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'y parviennent pas. Heureusement, Suzuki, le courtier en information, arrive à point nommé avec le rapport du club de recherche occulte à accès limité. Un acte généreux qui mérite une étreinte débordante de bromance. Enfin, le livre conduit le duo à la salle du club occulte. C'est un endroit étrange conçu pour effrayer les gens. Ne voulant pas y passer trop de temps, Kotaro laisse un mot à la place. Au coucher du soleil, Kotaro est à nouveau dérangé dans son sommeil. Mais cette fois, les choses se passent différemment. Toutes les lumières et les portes sont scellées. Même la porte du balcon est protégée par un champ de force. Il ne peut que crier de peur. C'est alors que le fantôme vêtu d'un ruban sort des draps et se dirige vers Kotaro, qui est à la porte et supplie Kotori de l'aider. Quelques instants plus tard, le cauchemar prend fin. Le lendemain matin, Kotaro retourne dans la salle du club dans l'espoir de voir la sorcière. Il est accueilli par un questionnaire laissé à sa place. Les questions sont pour la plupart normales, jusqu'à ce qu'on lui demande « Qu'a-t-il l'intention de changer, le monde ou lui-même ?» Cela le fait réfléchir, mais il remplit quand même le formulaire. Kotaro marche dans les couloirs de l'école jusqu'à ce que Chieya l'appelle. C'est un peu bizarre car elle a utilisé son prénom, mais il lui rend l'appareil en guise de geste amical. Alors qu'elle commence à entamer la conversation, Kotori tombe sur les deux qui discutent. Chieya est d'abord timide mais finit par tutoyer Kotori après un coup de pouce de Kotaro. Lorsqu'elle appelle innocemment notre garçon par son prénom, Kotori ricane, lui propose de lui faire visiter la ville et s'en va. C'est ainsi qu'après les cours, Chieya se promène sur le vélo de Kotaro qui pédale à travers la ville et sa périphérie. Il parle de choses et d'autres, comme la raison spontanée pour laquelle Chieya a emménagé ici, le beau temps, et en rit. À la fin de la visite, Kotaro lui montre le siège du groupe Martel, une organisation environnementale de renommée mondiale. Elle est essentielle à cette ville boisée. Le soleil se couche, Chieya fait ses adieux et laisse Kotaro derrière elle. À ce moment précis, il reçoit un message de la sorcière lui demandant de se rendre à la salle de classe à minuit. Il ne peut pas manquer cette occasion de résoudre le dilemme surnaturel auquel il est confronté. C'est pourquoi notre garçon se retrouve à pénétrer dans le lieu de rendez-vous. Mais il semble que chaque salle de classe ait une note sur le tableau, ce qui le fait courir dans l'école comme un idiot. Fatigué des pitreries de la sorcière, il achète un café et s'assoit sur un banc, jusqu'à ce qu'il sente la présence de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il se retourne, il découvre le fantôme vêtu d'un ruban qui descend les escaliers. Les souvenirs de son cauchemar lui reviennent en mémoire. Effrayé, Kotaro s'enfuit tandis que le fantôme le suit par derrière. Le couloir se prolonge de façon suspecte. Il tente alors frénétiquement d'entrer dans une pièce ou de s'enfuir par la fenêtre, mais en vain. Une porte s'ouvre enfin. Mais une armée de créatures surgit et se lance à nouveau à sa poursuite. Kotaro parvient heureusement à se cacher dans une cage d'escalier pour se reposer. Mais, un morceau de ruban se faufile jusqu'à lui. C'est encore la fille, qui finit par goûter à son grand café noir pendant qu'il s'enfuit. Il tombe sur une porte de rangement au sous-sol et y entre. La fantaisie continue car c'est un portail qui envoie Kotaro dans une autre dimension, sans retour possible. Il rencontre une petite créature qui a soif de son sang. Son instinct de conservation le pousse à asséner un violent coup de poing au moustique. La chose est à terre mais inébranlable. Heureusement, une autre créature l'arrête avant que Kotaro ne lui serve un autre sandwich au poing. Voici Pani et Gilles, des familiers nés d'une décharge. Ils ne sont pas censés apparaître aux humains, et encore moins les attaquer, mais nous y sommes. Quoi qu'il en soit, Kotaro décide de suivre ses familiers. Mais il s'avère que les guides eux-mêmes sont perdus, et il se retrouve devant une créature massive et endormie. Il faut que j'appuie sur l'accélérateur cette fois-ci, pense Kotaro, mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour venir à bout de la bête. Oh, c'est vrai. Elle dort. Il devrait s'en sortir s'il marche tranquillement. Gilles éternue, réveillant la bête de son sommeil. Vous n'aviez qu'un seul travail, Gilles. Et maintenant, c'en est fait deux, car la créature leur fonce dessus pour les attaquer. Les trois s'enfuient pour sauver leur vie tout en évitant les coups de la bête. Malheureusement, ils sont frappés par une tempête de débris et se retrouvent au sol. C'est alors que le fantôme au ruban apparaît devant Kotaro, à sa grande surprise. Mais juste avant que la bête n'attaque, il décide de la sauver. La bête détruit la boîte à café que tenait le fantôme. Elle n'est pas très contente.
C'est pourquoi elle utilise ses rubans pour la combattre. Et c'est un combat à sens unique. Le monstre est maintenant irrité et tire des rayons tout autour qui commencent à détruire la dimension. Le fantôme ne se laisse pas impressionner et lui envoie un ruban de forage en plein dans le crâne. L'espace implose et Kotaro tombe dans la brèche. Lorsqu'il revient à lui, il est de nouveau dans le couloir de l'école. Une statue de colonel se tient devant lui avec un sourire effrayant. Sa prochaine mission, porter cette statue jusqu'à la salle du club. Il rencontre enfin la sorcière, Sanri Akane. Elle dévoile lentement son visage sous sa robe. Kotaro ne peut s'empêcher de s'éprendre de cette belle jeune fille. Cependant, il a des préoccupations plus immédiates, alors il va droit au but en expliquant tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Bien qu'elle soit préoccupée par l'obtention de Dub Warzone. Quoi qu'il en soit, la cynique sorcière lui dit d'un ton moqueur qu'il est foutu. C'est aussi simple que cela. Elle lui demande ensuite s'il a sérieusement répondu à la dernière question, celle sur le fait de changer le monde. Oui, il l'a fait, pour mettre fin à ses rencontres surnaturelles. En récompense, elle lui remet la légendaire amulette de Vénus, qui contient les énergies magiques de l'univers. Mais, ce n'est qu'un trombone. Akane lui remet également des papiers découpés qui représentent les Shikigami. Grâce à eux, il peut invoquer de puissants esprits qui se battront pour lui, mais il devra se rendre à des rendez-vous de suivi. Et c'est ainsi qu'il est devenu membre du club de recherche occulte. Dans son sommeil, Kotaro rencontre Tomoko, une Shikigami. Elle jure de le protéger, même si l'ennemi est absurdement fort. En échange, elle demande à sortir avec lui. Le fait qu'une fille aussi mignonne dise cela fait sourire Kotaro. Enfin un beau rêve. Mais voilà que le fantôme au ruban est de nouveau là pour faire ce qu'il a l'habitude de faire. Mais cette fois, c'est l'un des papiers découpés qui s'envole dans sa bouche. Quoi qu'il en soit, le pauvre fantôme s'enfuit. Kotaro trouve le papier à son réveil et remercie sa bonne étoile. Mais il n'arrive toujours pas à se sortir de la tête la dimension de la nuit dernière. Il retourne donc dans la salle de stockage où tout s'est passé. Mais il n'y trouve rien. Il tente d'avertir Kotori et Chieya, mais elles se contentent de le regarder d'un air confus. La journée de notre garçon se poursuit ensuite comme si de rien n'était. Par exemple, il fait une farce à Yoshino en lui offrant un parfait aux fraises. Le délinquant est loin de se douter qu'il est trempé dans de la sauce piquante. Yoshino refuse intelligemment, mais Kotaro affirme qu'il ne s'abaisse pas à la mesquinerie. Il échange accidentellement son parfait avec celui de Lucia, et le mange en toute confiance à côté de Yoshino. À sa grande surprise, le parfait est sucré. Il observe avec horreur Lucia qui s'empresse de manger son propre dessert, mais elle ne réagit pas. Il prend alors le parfait de Lucie et le goûte lui-même. C'est l'enfer sur Terre. Irritée par ses frasques et le sens implicite d'un dessert partagé, elle donne un uppercut à Kotaro. « Tu es contente maintenant, Yoshino ?» Quoi qu'il en soit, l'heure du déjeuner va bientôt sonner. Kotaro passe devant Chizuru, qui fait la sieste sous un arbre, et se rend en classe avec elle. Plus tard dans l'après-midi, il annonce à Akane que Tomoko l'a sauvé du fantôme. Mais il finit par se rendre compte que les talismans ne sont que de simples morceaux de papier. Il est ironique qu'Akane, la présidente du club de recherche occulte, soit très sceptique à l'égard des phénomènes surnaturels. Elle déteste que les gens fassent tout un plat de la magie pour échapper à la réalité. La seule raison pour laquelle elle est ici, c'est qu'elle dispose d'une salle de réunion privée. C'est pourquoi elle ne voit dans les expériences du jeune homme avec le paranormal qu'un effet psychologique. Déterminé à lui prouver qu'elle a tort, il propose au club d'enquêter sur les événements qui lui sont arrivés. Du point de vue de la sorcière, croire en de tels esprits et super-pouvoirs est le symptôme d'une foi aveugle. Avec une certitude absolue dans les yeux, Kotaro insiste sur l'existence des super-pouvoirs. D'accord, voici le marché. Si Kotaro peut prouver l'existence des phénomènes paranormaux, alors elle répondra à toutes ses demandes. En entendant cela, son regard se porte automatiquement sur le haut de son torse. Peut-il saisir fermement sa poitrine? Cette demande est insensée. Mais comme Akane est sûre que c'est impossible à prouver, elle accepte. Dès que la nuit s'installe, le fantôme entre dans la chambre de Kotaro. Le talisman flotte pour l'arrêter mais elle le balaie comme si de rien n'était. Après la morsure de poignet habituelle, elle s'en va comme si de rien n'était. Le lendemain, Kotaro emmène Kotori au club et la présente à Akane. Il lui explique qu'il a besoin d'aide pour résoudre son dilemme surnaturel, mais qu'il doit d'abord prouver l'existence de ces phénomènes paranormaux. Lorsqu'Akane évoque la demande inappropriée de Kotaro, Kotori se met à foudroyer le jeune homme du regard. Ce n'était qu'une blague. Je parlais de son cœur, se défend-il. D'ailleurs, la richesse et le pouvoir d'Akane lui seraient bien utiles. Cela ne lui ferait pas de mal de se rapprocher d'elle. La première chose à faire est de créer le blog du club occulte. Avec une description en ligne et un formulaire d'inscription, Kotaro pense que cela devrait donner un coup de fouet à leurs activités. Soudain, Chieya entre dans la pièce et salue Akane avec désinvolture. Elle révèle qu'elle est un membre inactif de ce club et qu'elle a des liens avec son président. Elle fait blague en le voyant. Qu'à cela ne tienne. Kotaro a de l'aide maintenant. Il est tellement impatient de gagner le pari qu'il est déjà en train de jouer la récompense, même dans son sommeil. Malheureusement, il fait accidentellement ses gestes sur le fantôme qui se trouve à côté de lui dans son lit.
Mais malgré ses rubans verrouillés et chargés, elle disparaît miséricordieusement. Le lendemain, Kotaro fait un massage du dos à Akane qui, en échange, lui offre une pile de papier Shikigami pour qu'il reste protégé. En se promenant dans les couloirs de l'école, il tombe sur la journaliste Inu. Elle a entendu dire qu'il avait rejoint le club occulte et qu'il enquêtait sur les mystères cachés de Kazamatsuri. Cela enflamme son esprit de compétition et elle le met au défi d'obtenir le plus grand scoop. À son retour, Kotaro présente Chizuru comme sa dernière recrue au sein du club. Ou de son harem, qui sait. Elle appelle respectueusement Kotori et Chieya ses sans-paix, ce qui les rend un peu timides. Pendant ce temps, Akane se plaint qu'il y a un peu trop de membres. Son havre de paix antisocial commence à se remplir de gens normaux. Chizuru est interrompu par un appel de Lucia. Voulant la stimuler, Kotaro fait répéter à Chizuru ses paroles suggestives. Lucia fait alors irruption dans la salle de réunion pour donner à Kotaro une gifle qui l'abrutit. Elle regarde ensuite autour d'elle et demande à chacun pourquoi il a rejoint un club aussi excentrique que l'Occulte Club. Chizuru n'est devenu membre du club occulte que grâce à l'invitation de Kotaro. Ce dernier lui révèle qu'il recherche de nobles objectifs tels que la connaissance, le divertissement et l'ouverture des yeux sur les complexités de la société moderne. Avant qu'Hamlet ne puisse continuer son discours captivant, Akane dévoile ses véritables intentions, grippant quelques balloons. Chizuru explique nonchalamment que ces melons sont encore de jeunes fruits, mais Kotaro creuse sa propre tombe encore plus profondément en argumentant avec elle sur ces points. Ne parle plus, mon garçon. Une aura maléfique envahit Lucia à ce moment-là. Elle demande à Chizuru de quitter définitivement ce garçon irrécupérable. Mais la petite fille prend passionnément sa défense et affirme qu'il est tout à fait naturel pour un garçon pubère de s'intéresser à ce genre de choses. Nous ne savons pas trop qui soutenir en ce moment. Quoi qu'il en soit, Lucia se méfie toujours de ce garçon mal intentionné, alors elle continuera à être membre du club pour surveiller ses actions. Les deux autres filles sont surprises par ce résultat. En voyant tous ces membres du club débordant de potentiel, Kotaro se réjouit de ne plus être un solitaire. Peut-être même parviendront-ils à convaincre Yoshino de rejoindre leur équipe hétéroclite. Ne voulant pas manquer l'action, le fantôme observe la scène depuis l'extérieur de l'école tout en serrant ses atouts. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.